Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette deuxième conférence de notre cycle annuel consacré à l'affirmation stratégique des Européens. Et je suis très heureux d'accueillir Jean-Dominique Merchet qui a bien voulu accepter de me donner la réplique, de me contredire. Jean-Dominique Merchet, je crois que ce n'est pas la peine de le présenter. C'est un journaliste et un expert des questions militaires bien connu. D'abord parce qu'il a écrit très régulièrement dans de divers journaux ou revues, Libération, Marianne, Le Monde diplomatique, Libération très longtemps, tu as écrit 20 ans. Et c'est ce que j'allais dire, l'opinion maintenant, et puis ce que tout le monde connaît évidemment, parce que c'est là où on est à l'affût des nouvelles les plus aiguës ou des analyses sur le vif, son blog Secret Défense, qui a été créé il y a maintenant plus de 10 ans, 12 ans, et qui a trouvé toute sa place, complètement incontournable dans le paysage. Il a écrit aussi de nombreux ouvrages, Mourir pour l'Afghanistan, Une histoire des forces spéciales, La mort de Ben Laden. Mais évidemment, je n'avais pas oublié qu'il avait écrit, exprimant par là, je dirais, une certaine distance par rapport au sujet, peut-être un peu de critique, Défense européenne, la grande illusion, et ça c'était il y a exactement 10 ans. Et donc je pense qu'on verra en 10 ans, par rapport à ce constat qui est assez pessimiste, si du terrain a été regagné. Et puis, ton dernier ouvrage, Macron-Bonaparte, chez Stock, en 2017. Il y a d'ailleurs comme immédiatement entre les deux sujets le lien qui est fait, puisque vous le savez, le président de la République, sur cette question, depuis notamment son discours de la Sorbonne, le discours d'Athènes, jusqu'à la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, montrait une implication particulière sur les développements de la défense et de la sécurité européenne. Alors nous sommes quittés, pour la plupart de ceux qui étaient là lundi, au fond sur une note qui était un petit peu optimiste de Michel Barnier. Après nous avoir dit que le Brexit n'avait de valeur ajoutée pour personne, évidemment pas pour l'Union européenne et évidemment pas pour le Royaume-Uni non plus, nous avoir dit finalement que c'était une négociation négative qu'il avait dû mener, que s'il y avait un avantage à tirer de cette négociation, c'était au fond que, dans l'épreuve, l'unité des 27 autres, s'était construite et avait été maintenue jusqu'à là face aux revendications britanniques. Puis 2 jours plus tard, notamment sur cette question du backstop, qui n'arrête pas de rebondir au Parlement européen, au Parlement britannique, dans la presse, on a vu qu'il y avait notamment des positions divergentes qui commençaient à s'exprimer au cœur même des Européens, notamment la position du chef du gouvernement irlandais ou la position d'officiels polonais, comme quoi c'est toujours difficile d'écrire l'histoire immédiate quand la brume des événements n'est pas encore complètement dissipée, et c'est bien ce qu'on va essayer de faire au cours de ce cycle. Difficile d'écrire cette histoire, alors qu'on est à 60 jours du Brexit et qu'on ne sait toujours pas dans quelles conditions ce Brexit se réalisera, à 4 mois d'élections européennes, que le contexte politique, je le disais la fois dernière, est redoutablement fluide, que la situation internationale est elle-même alarmante, et donc, au fond, cette idée, quand on m'a demandé de choisir, quand Armel m'a demandé, mais trouve un titre à cette conférence, le désarroi des Européens, est venu presque immédiatement, parce qu'au fond, dans le mot désarroi, il y a ce qui est rare pour évoquer un sentiment, à la fois la notion de ce qu'il provoque, la confusion, et de l'effet, la détresse que cette confusion, évidemment, apporte. Les Européens sont en effet en perte de vitesse et en manque d'affirmation face au monde tel qu'il se construit et qui ne correspond absolument pas aux prévisions qu'ils avaient faites au moment de la chute du mur de Berlin. Alors cela dit, pour commencer un cycle de conférences scientifiques, on est au cœur de la Sorbonne, peut-être que cette note psychologisante pouvait être déplacée. Elle rappelle, c'est vrai, une façon d'aborder les problèmes qui est plus du type André Siegfried, L'âme des peuples, bref, le siècle dernier.
c'est-à-dire souvent des analyses, celles de Siegfried étaient très fines, mais qui sont souvent embarrassées de beaucoup de lieux communs. C'est justement par là que je voulais en venir, c'est qu'on est sur un sujet où on charrie les lieux communs. Alors les lieux communs, ils ont quand même cet avantage d'être des points de rencontre, des carrefours de l'opinion, et donc au moins c'est à partir de là qu'on débat, non pas pour accréditer ces opinions, mais pour essayer de les discuter, de les comprendre. Après tout, quand Siegfried remarquait au siècle dernier que l'insularité était un élément déterminant du comportement politique des Anglais, est-ce qu'il se trompait? Et vous avez tous lu, je pense, ce remarquable article de William Boyd dans Le Monde il y a quelques jours, dans lequel il disait qu'évidemment, cette idée de l'insularité était une mystification au XXIe siècle. Pourtant, même si c'était une mystification, l'exploitation de l'idée, de la perception, a été telle qu'elle explique en partie le résultat du référendum britannique. Et c'est pour ça que je veux en venir maintenant, en introduction et peut-être sous forme de mise en garde pour nos prochaines conférences, pour nos débats, c'est que ces questions européennes, elles sont désormais saturées d'idéologie, de préjugés nationaux, de déformations. Chacun à Paris, à Rome, à Berlin, à Prague, à Varsovie défend sa vision des choses. Et on a l'impression, et c'était la suite de l'article de William Boyd, que c'était extrêmement difficile de s'en tenir à des arguments construits, à des raisonnements logiques qui avaient tendance à se dissoudre devant justement ces préjugés ou ces chimères de l'opinion, et qu'on était dans un débat conviction contre conviction. Quelque part, d'ailleurs, cette situation, elle est sans doute celle qui effrayait les pères fondateurs, parce que les pères fondateurs ont justement prévu, au départ, pour permettre cette construction possible, qu'elle ne serait pas viable, en tout cas son commandement, sans une forte dépolitisation de toute l'entreprise. Évidemment, c'est ce postulat qui nous est renvoyé en pleine figure au fur et à mesure de la communautarisation de pans entiers de l'action publique et de transferts partiels de souveraineté qui en découlent. Et ce déficit de l'intégration politique, a fortiori quand on va parler d'une politique de souveraineté, d'une politique régalienne, la politique de défense, elle est évidemment quelque chose, un élément qui explique le paradoxe dans lequel nous vivons, c'est-à-dire depuis 2005, le rejet de plus en plus massif du projet ou du modèle européen, et en même temps le développement d'une doctrine, d'une politique dans laquelle, au fond, seule l'idée serait en mesure d'assurer davantage de protection aux Européens, aux citoyens européens, cette protection qu'ils réclament. Mais de crise en crise, j'ai cité 2005 la crise institutionnelle, avant il y a eu la crise sur l'Irak, après il y a eu évidemment la crise financière et monétaire de 2008, il y a eu la crise du terrorisme, la problématique migratoire, le Brexit. On a l'impression quand même que la consistance du projet européen se défait devant nous. Et dans ces conditions, il est très difficile de parler de la relance de la défense européenne simplement comme d'un projet technique. D'abord, il faut constater que cette politique de défense européenne, elle est placée en couveuse pratiquement depuis Maastricht, depuis 1992. Et donc avoir l'idée de la revitaliser implique quand même de s'interroger sur les causes qui n'ont pas permis qu'elle se développe correctement. Et donc, au-delà des initiatives du temps présent, la création, j'y reviendrai, du Fonds européen de défense, la mise en place de la coopération structurée, la convergence franco-allemande pour créer un avion du futur, on voit bien, et c'est ce qui était en creux, notamment dans le discours du président Macron à la Sorbonne le 26 septembre 2017, c'est ce qu'on retrouve aussi dès 2016, incarné par la stratégie globale de Mme Mogherini, c'est l'idée qu'au fond, le projet de la défense pourrait permettre de reconstituer l'affectio societatis des Européens autour d'un projet nouveau, autour de l'idée de l'autonomie stratégique, autour d'une meilleure protection de leur intérêt collectif, autour de la revalidation de ce pacte essentiel d'un destin commun. Et j'évoquais le traité d'Aix-la-Chapelle signé le 22 janvier dernier, c'est à ça que s'employaient partiellement, dans la suite de ce qu'avait été le traité de l'Élysée, les deux responsables, la chancelière et le président français.
Alors, il ne faut cependant pas s'illusionner derrière ces traités, derrière ces grandes déclarations qui vont dans le bon sens. La convergence n'est quand même pas complètement au rendez-vous, y compris au cœur du couple franco-allemand, qui est pourtant l'élément moteur de cette relance. Et je vais peut-être donner un plan pour les étudiants, parce qu'il faut bien avoir de temps en temps des méthodes assez pédagogiques. Alors je dirais qu'il faut s'interroger d'abord sur les raisons de l'incertitude qui font que ce projet peut être ab initio, dès le départ, finalement compromis, parce qu'on est dans une période de jointure et personne ne peut dire, je vais y revenir, comment les choses, ce qui va se passer en 2019. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il n'est pas possible d'amener à bon aboutissement la construction de la défense européenne sans un profond remaniement de ses fondations. Et enfin, que le succès de la relance actuelle nécessite quand même beaucoup de clarifications sur beaucoup de sujets. Alors, ça fait une matière dense, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Dans les questions, et puis dans toutes les autres conférences, vous pourrez trouver des réponses à vos interrogations. Alors, d'abord, je dirais que le processus, dans la vieille pédiatrie, on parlait d'apnée primitive du nourrisson. Comme j'évoquais la couveuse, évidemment, j'ai cherché à filer la métaphore. Bon, bref, c'est la mort subite du nourrisson qui s'étouffe. C'est un peu le risque, parce que là, ce n'est pas l'air qui risque de faire défaut, mais c'est l'argent. C'est-à-dire, ce qui est l'élément qui change toute la donne, je vais y revenir, c'est évidemment que derrière les projets les plus récents, il y a la mobilisation de milliards d'euros à travers des crédits communautaires qui vont être apportés à travers divers dispositifs. Et donc ça, c'est un élément fondamental de réussite qui explique que la poussée actuelle a peut-être quelques raisons, cette fois, de parvenir à ses fins. Mais il faut quand même avoir en tête, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont semblé découvrir l'eau tiède, que des efforts aussi considérables menés par des responsables européens également importants, finalement, et je pense à la première poussée qui était la poussée de Maastricht, qui était une poussée décisive, parce qu'elle voulait orienter l'Europe immédiatement après la chute du mur de Berlin, tirant les conséquences opérationnelles de la guerre du Golfe, elle voulait justement dire aux Européens, déjà, mais vous n'êtes plus l'objet de l'histoire de la guerre froide, devenez enfin le sujet de cette histoire que vous devez construire, de votre autonomie stratégique et de votre défense. Et derrière le traité de Maastricht, c'est toute une série de décisions qui évidemment sont prises. Le corps européen, la déclaration de Petersberg, le centre satellitaire de Torreón, la continuation de programmes en coopération, le NH90 ou l'hélicoptère Tigre. Donc en soi, c'est un paquet très important. Le deuxième poussé, je dirais que c'est la leçon des Balkans. C'est la déclaration franco-britannique de Saint-Malo, la déclaration conjointe des Européens à Cologne, qui décide de se doter, soyez bien assis sur votre chaise, parce qu'on avait envisagé, et on avait même déclaré théoriquement possible, la mobilisation d'une force européenne de 60 000 hommes, avec la possibilité de soutenir cette force avec tous les moyens associés, terrestres, aériens, maritimes, pendant 18 mois. Bon, on n'a jamais été capable d'avoir un déploiement européen qui dépasse les 3 500, 4 000 hommes depuis, donc l'ambition était énorme. Derrière cette ambition, une génération de traités qui va créer de nouvelles institutions, une sorte de pilier intergouvernemental. Aujourd'hui, les piliers ont disparu, mais disons qu'on a mis dans l'Europe, au sein de l'Union européenne, toute une série d'institutions qui devaient permettre de trouver les processus de décision militaires, industriels, permettant d'avancer. La création du COPS, la création de l'état-major de l'Union européenne, en 2004, la création de l'Agence européenne de défense, des résultats industriels qui sont encore aujourd'hui les plus spectaculaires, même si l'intégration est surtout sur le volet de l'aéronautique civile, avec la création de ADS devenu Airbus, ou avec l'intégration de pratiquement l'ensemble des secteurs missiles autour de MBDA, qui se trouve être probablement la fusion d'entreprises européennes la plus aboutie. Brexit, aujourd'hui, fait qu'elle a comme son partenaire un pied dedans et un pied dehors, et que c'est un sujet d'ailleurs, celui des États tiers, qui va nous occuper dans les questions qu'on peut se poser à la troisième partie. Troisième poussée, elle est plus juridique, elle est autour de Lisbonne, elle est déjà une forme de rattrapage, de consolidation de ce qui a été fait sous d'autres auspices, mais au moins
parce que la question revient aujourd'hui sur la table. Il y a l'intégration dans les traités européens d'une clause de garantie mutuelle, le 42.7, dont le président de la République a eu l'occasion de se saisir, la clause 222 de solidarité face au terrorisme. Et vous savez qu'en 2015, immédiatement après les attentats du Bataclan, la France a demandé la mise en œuvre de cette clause de garantie mutuelle. Donc, je dirais que voilà, l'expérience nous montre qu'il y a eu d'autres tentatives avec des initiatives aussi puissantes, et celle qui est devant nous, effectivement, elle doit d'abord constater que tous ces sujets, la coopération structurée, le Fonds européen, le SCAF, etc., ont été au fond portés sur les fonds baptismaux dans une période relativement courte de finalisation, entre 2016 et 2018, et que, pourquoi ? Parce que devant, il y a justement cette formidable incertitude. Le Brexit, les élections européennes du 26 mai, comment sera composé le Parlement. Il va falloir former une nouvelle commission, désigner un nouveau président de cette commission. Jean-Claude Juncker avait été un ardent défenseur de la cause de la défense européenne, un nouveau haut représentant. Il va falloir surtout que les budgets qui sont aujourd'hui dans le cadre financier 21-27, dans les années 2019, voire 2020, soient votés pour notamment consacrer les sommes tout à fait importante que j'évoquais tout à l'heure, puisque à travers le dispositif du FEDEF, à travers les financements consacrés à la cybersécurité, à l'espace et à la mobilité, c'est pratiquement une trentaine de milliards d'euros. Et là-dedans, rien que le FEDEF, j'y reviendrai, c'est 13 milliards d'euros, donc c'est des sommes tout à fait importantes. Donc, les circonstances politiques font que les cartes vont être forcément pour partie rebattues, et il va falloir de la constance par-delà le renouvellement des instances dirigeantes de l'Union européenne pour que le projet soit mené à bon port. Le deuxième, je l'ai déjà évoqué, je vais être plus rapide, c'est évidemment la dégradation du climat politique partout en Europe. Je disais la dernière fois, on avait l'habitude d'attribuer à tel ou tel l'épithète de grand homme malade de l'Europe en fonction de ses aléas politiques, économiques. Mais aujourd'hui, on chercherait qui est bien portant. Il n'y a pas une coalition qui aujourd'hui est viable de manière certaine à 6 mois. Et donc, sans me pencher sur les raisons politiques, les alliances, etc., on sait bien que quand l'instabilité gagne les capitales occidentales, généralement la politique européenne en fait les frais, et a fortiori la politique européenne de défense, parce que c'est un sujet de clivage, mais surtout parce qu'il y a d'autres sujets qui préoccupent. Ensuite, ce qui me frappe aussi, c'est que pour la première fois, la question de la défense européenne devient, mais j'allais dire de façon pas négative, mais en tout cas qui m'interroge, un sujet du débat public. Jusqu'à présent, c'était une cause qui intéressait les experts, les états-majors, le spécialiste de la défense dans les états-majors, le DGRIS, le centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, des papiers, en veux-tu, en voilà. Bon. Et puis, globalement, l'opinion publique était favorable à l'intégration de la défense européenne, et globalement, les classes politiques s'en désintéressaient parce qu'ils n'en voyaient pas l'enjeu immédiat politiquement ou électoralement. Et je constate deux choses. D'abord, ce qui m'a beaucoup étonné dans un sondage IFOP-DICODE de mai 2018, qu'au fond, le soutien des Français à l'intégration de la défense européenne n'était que de 54%, par rapport à l'idée qu'on se faisait que c'était un processus très globalement soutenu, au-delà de 70%, comme pratiquement toute l'adhésion à la politique de défense française, de notre opinion. Et enfin, vous l'avez vu notamment à l'occasion des surenchères ou du débat qu'a pu susciter à travers des fausses interprétations des fake news le traité d'Aix-la-Chapelle, que cette question a été saisie dans le débat politique et pour la première fois, non pas, je dirais, sur la recherche un peu d'opinions plutôt consensuelles, plutôt favorables, tout en disant que c'est difficile, mais sous le fait, c'est un sujet de clivage politique. Et donc ça c'est nouveau. Et donc, dans ce climat politique incertain, par ailleurs, on a une situation internationale très tendue. Alors, les Européens prennent en même temps conscience, je dirais, de leur plus grande vulnérabilité, mais au fond, ils ne parviennent pas des menaces qui les affectent, mais d'une certaine manière, leur réaction ne les amène pas naturellement ou spontanément à être davantage solidaires. Alors d'abord, c'est vrai que j'évoquais la chute du mur de Berlin et la vision, enfin,
L'Europe pensait qu'elle était le sage hégélien et qu'il s'agissait d'attendre l'ensemble de l'humanité qui restait attardée dans l'histoire, dans ses conflits, dans ses problèmes, mais que nous, on était complètement à l'abri, sous cloche, que les conflits, ça ne nous regardait pas, que si ça nous regardait, c'est parce qu'on voulait bien, d'ailleurs pour apporter la paix, maintien de la paix, opération, etc. Puis tout d'un coup, c'est un peu plus problématique. On a vu le cheminement arriver. Sur la frontière est de la Transnistrie, passant par la Géorgie, la Crimée, l'Ukraine, on a bien vu que les conflits se rapprochaient de l'Europe. Et je me souviens que j'avais ce débat, notamment avec des collègues qui étaient favorables à l'intégration de la Turquie dans l'Europe, et je leur disais, mais attendez, oubliez tous vos considérants politiques, économiques, l'évolution de la démocratie, etc. C'est très bien, mais vous oubliez une chose, la Turquie est un élément de verrou stratégique, et vous ne pouvez pas compter sur l'alignement des intérêts stratégiques de la Turquie sur l'alignement du reste de l'Europe. Hélas, le conflit syrien nous le prouve tous les jours, en participant d'ailleurs aussi de la dégradation du consensus au sein de l'Alliance atlantique, d'une certaine manière. Donc, on a, en plus de ça, une perception qui est différente, selon qu'on est un pays à l'Est, donc très inquiet des agissements de la Russie, ou si, au Sud, on est plutôt préoccupé par des problèmes migratoires, par la question du terrorisme, par des questions de déstabilisation possibles en Méditerranée. Une évolution extrêmement rapide du paysage stratégique global. La problématique missile à travers l'Iran, à travers la problématique des missiles intermédiaires russes, une architecture de sécurité qui est en miettes. Plus aucun des traités de la guerre froide, que ce soit le FNI ou forces conventionnelles ou ABM, n'existe. Donc les Européens, sans beaucoup de vigilance, ont quand même laissé détruire autour d'eux ce qui était des traités avec les Russes, qui impliquaient un minimum de dialogue et de stabilité en Europe. Et enfin, dans les 5 dernières années, nous avons vu monter des dangers nouveaux dans le cyber, dans le spatial, et là, évidemment, il n'y a pas de possibilité de frontières, mais l'hétérogénéité, j'y reviendrai, des niveaux des pays fait que les réponses communes sont difficiles à trouver. Et donc, on a des Européens souvent hébétés face aux provocations de Trump, tétanisés par les provocations russes, qui ne savent pas comment réagir à ces provocations, et au fond, les bras croisés face à des actions qui sont, à mon avis, beaucoup plus redoutables, parce qu'elles sont en sous-main, ou des actions de longue main de la Chine, qui vident progressivement l'Europe d'une partie de ses savoir-faire, de ses capacités technologiques, ou en tout cas qui occupent la place. Donc, ceci nous amène à ce constat que derrière tous les projets qui sont sur la table, sans doute le plus urgent est celui de reconsidérer la manière dont les Européens ont pensé les questions stratégiques après la guerre froide. Et au temps de la guerre froide, il faut reconnaître que la notion au cœur du projet était que le projet est un projet pacifique en lui-même et qu'il ne fallait absolument pas qu'il soit contaminé par les problématiques militaires parce que justement ça risquait de tout faire dégénérer. Donc l'Europe, l'Union européenne s'est construite sur la conjuration de la puissance, sur la repentance des nations belliqueuses, mais complètement, en tout cas à partir de l'échec de la CED en 1954, complètement à l'écart de ces problématiques de défense et de sécurité. D'autres s'en sont occupés, l'OTAN, pas vraiment l'UE, mais et je vous renvoie pour les étudiants à leur histoire, je ne poursuis pas là-dessus. Et donc on a eu une Union européenne qui était une puissance en gestation, avec des moyens économiques considérables, des moyens de politique commerciale, mais en même temps qui s'était d'une certaine manière elle-même dépossédée de tous les attributs classiques d'une puissance en devenir. Au fond, j'ai repris cet exemple dans un vieux bouquin, mais je disais que l'Europe, c'est comme le Flamine de Jupiter. Ça permet comme ça de raconter 2 minutes ce qu'est le Flamine de Jupiter. Le Flamine de Jupiter, c'est un personnage considérable sous la Rome antique, qui était en réalité le résidu des anciens rois. Donc il portait la toge prétexte, il avait un bonnet en cuir qui représentait sa couronne, il avait un pouvoir sacerdotal extrêmement important, mais symboliquement il lui était interdit de monter à cheval, interdit de porter une épée, et la troisième interdiction, c'était de participer à des rites funéraires.
Eh bien, au fond, je dirais, pour ça que je trouvais que la métaphore pouvait s'appliquer à l'Europe, au fond, c'était ça. On est une puissance civile, on est une puissance pacifique. On ne veut pas voir la noirceur du monde et surtout, on ne veut pas se doter des instruments qui pourraient y apporter une réponse. Ça, c'est la première étape qui nous conduit jusqu'au lendemain de la guerre froide. La deuxième étape, c'est une Europe qui est bridée. C'est une Europe qui est cantonnée parce qu'au moment où se pose la discussion stratégique que j'évoquais tout à l'heure, notamment au moment de Maastricht, la décision se fait que la dimension militaire de l'Union européenne n'est concevable que dans des créneaux techniques extrêmement limités, essentiellement ceux du maintien de la paix, des missions de Peaceberg, et on revalide en réalité l'importance de l'Alliance atlantique en interdisant, alors c'était le discours américain, mais il a été incorporé, y compris dans les doctrines européennes à l'époque, en interdisant à l'Union européenne finalement de s'émanciper. C'était la règle des 3D, pas de découplage, pas de duplication capacitaire et pas de discrimination entre les États. Difficile avec ça quand même de construire une politique de défense et de sécurité. Alors, aujourd'hui, si on veut aller plus loin, il faut surmonter un certain nombre de blocages qui sont, à mon avis, persistants et qui expliquent qu'on a beau empiler des générations de projets, tous aussi intéressants les uns que les autres, l'état-major européen, l'Agence européenne de défense, le centre satellitaire, CITSEN devenu INSEAD, les NISA, toutes les agences, les groupes tactiques. Qui se souvient de ces groupes tactiques inventés dans les années 2000 qui n'ont jamais servi à rien. La multiplication des états-majors de force qui ne sont ou très rarement déployés. Donc il y a une vraie question. Ces questions, elles sont au cœur d'abord du rapport des États à l'Union européenne qui demande à être clarifié. Et pour certains États, l'Union européenne n'est pas le cadre propice. Et pour d'autres, il est un cadre problématique. Donc ils vont chercher pour les uns dans l'OTAN ou pour un pays comme la France qui a une vraie politique structurée, autonome, qui mène elle-même à travers cette politique de défense un certain nombre qui défend ses intérêts diplomatiques, économiques, etc., une difficulté particulière. La relation entre l'UE et l'OTAN, qui nécessite d'autant plus une actualisation qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a quelque chose qui au sein de cette communauté atlantique pose question en tout cas. Et enfin, on n'en a pas parlé, le problème interne à l'Union européenne, qui semble être en voie d'être surpassé, mais quand même, d'avoir construit toute cette question à l'écart de la problématique communautaire. Donc vous aviez en réalité tous les diplomates que je connaissais au Quai d'Orsay qui s'intéressaient à la communauté européenne étaient à fond contre la défense européenne, parce que c'était quelque chose qui, puisque c'était construit par des coopérations entre les États dans un pilier dit intergouvernemental, allait à l'encontre des politiques d'intégration qu'ils souhaitaient. Et tous ceux qui étaient plutôt les Paul Mill, ceux de la direction stratégique, ne pouvaient accepter la construction dans l'Union européenne qu'à la condition que ça reste complètement verrouillé et entre les mains des États, avec des décisions à prendre à l'unanimité, ce qui, quand on est 28, pose quand même beaucoup de difficultés quand il s'agit quelquefois de questions qui ne sont pas essentielles et qui expliquent que tous les projets ont été instrumentalisés par les uns, par les autres, pour finalement les bloquer, parce que ce n'était pas leur intérêt national. Je dirais que les Britanniques ont été quand même très très forts sur ce sujet. Et donc, la conclusion intermédiaire, c'est qu'au fond, il faut sortir. L'Europe, il ne faut pas la faire pour elle-même, dans cette vision autarcique d'elle-même, mais il faut la faire par rapport au monde tel qu'il est, au monde qui se décrit devant nous, qui n'est pas un monde coopératif, comme on le souhaiterait, comme il a été, en tout cas dans les 20 premières années qui ont suivi la guerre froide, mais un monde extrêmement compétitif, voire agressif. Alors, il y a quand même, je dirais, des bonnes nouvelles. C'est que ce que je vous exprime là, je ne suis pas le premier à en avoir tiré les conséquences, c'est déjà un certain nombre de documents internes à l'Union européenne. J'évoquais la stratégie globale de Mme Mogherini. Je pourrais évoquer aussi, pour réduire cette différence de perception entre l'OTAN et l'UE, les deux déclarations de 2016 et de 2018 signées à la fois par le secrétaire général de l'OTAN, le président de la Commission européenne, le président du Conseil, M. Juncker et Tusk. C'est amusant, c'est que des Européens. Alors là, la question quand même, on y reviendra, mais la question c'est de revalider qu'au-delà de ce concert européen, il y a bien aussi alignement des deux côtés de l'Atlantique. Et à partir de là, se dégage l'idée d'une stratégie européenne davantage autonome, se dégage l'idée, c'est écrit dans la stratégie globale, que soft power et hard power vont de pair,
qu'une puissance civile européenne ne suffit pas et qu'il faut une puissance qui s'affirme dans les domaines de la sécurité et de la défense. Enfin, à longueur de rapport, j'y reviens pas, ça a été évoqué par Michel Barnier, j'y reviens pas mais je vais revenir quand même une minute, c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de déraisonnable à continuer à nourrir des appareils de défense sur une base strictement nationale. C'est une déperdition de l'effort et de l'argent qui est considérable. Je dirais qu'aujourd'hui, le budget global à 28, ça va être de l'ordre de 235 milliards d'euros. Bon, donc on va être à 200 si on enlève le Royaume-Uni. Bon, c'est-à-dire le budget de la Chine qui nous fait tellement peur. Mais alors, là où la Chine va explorer la phase non visible de la Lune, bah, nous, on fabrique du Godillot, 17 formats de chars de combat, 6 frégates d'ancienne génération. Bon, bref, on ne mise pas sur l'avenir technologique. On est incapable d'avoir des programmes qui sont conjoints. Regardez, 180 systèmes de combat, je crois que c'est ce que disait Michel Barnier, contre 30 en Europe. Tout ça n'est pas raisonnable. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, le dialogue de raison, il est quand même difficile à tenir, autre que dans des cercles d'experts, où là tout le monde, bah, d'accord, on tombe d'accord, et ça ne change évidemment strictement rien à la chose. Alors, c'est évidemment ça qu'il faut surmonter par des approfondissements qui impliquent quand même au départ qu'on se mette d'accord sur l'évaluation des menaces, le diagnostic de nos vulnérabilités, une doctrine enfin portée, parce que la stratégie globale de Mme Mogherini, elle a été, j'allais dire, entérinée dans les conclusions du Conseil de 2016, mais elle n'a jamais été formellement approuvée par les dirigeants européens. Ils ont dit très bien, bravo, c'est un travail intéressant, voilà, vous avez raison, hard power, soft power, parfait. Enfin, tout ça n'est pas mis en œuvre. De la même manière, croire que des travaux de l'AED tels qu'existe l'AED, avec l'autorité de l'AED, aujourd'hui 30 millions d'euros, qui devraient orienter la distribution des 13 milliards. Donc, on voit déjà tout de suite dans les équilibres qu'il y a un problème de check and balance dans les institutions futures. Et donc, est-ce que le cadre de l'agence européenne, qui est aussi imprécis, est l'amorce d'une vraie planification capacitaire qui manque aux Européens, dès lors qu'ensuite il leur reviendra d'exécuter cette planification capacitaire dans leur programmation nationale, donc avec forcément des éléments de distance. Mais voilà, c'est ce que je disais, il y a à travers du FEDEF, il y a un effet de levier, il y a un accélérateur favorable de coopération industrielle, il y a quand même une vision capacitaire qui est en train de naître. Alors, troisième partie, donc cet approfondissement se fait. C'est quelles sont les clarifications pour que tout ça tienne la route, soit solide, indépendamment, je dirais, des sujets sur lesquels je n'ai pas d'emprise directe, qui est finalement la confirmation des décisions budgétaires qui sont quand même le sujet essentiel. D'abord, la clarification du rôle UE-OTAN, j'y reviens. C'est une fausse querelle. Donc ne nous laissons pas, dans les faux débats, dans les préjugés qui viennent encombrer systématiquement cette question du développement de la défense européenne, il y a la question de l'OTAN. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet parce qu'au fond, les problématiques qui sont aujourd'hui celles de l'OTAN, et notamment les déficits capacitaires des Européens, sont exactement les mêmes questions qui se posent dans l'Union européenne en matière de capacité. Au fond, que ce soit dans l'OTAN ou dans l'UE, c'est une question de vision commune, de volonté commune et de moyens communs. Donc, vous pouvez être dans l'un ou dans l'autre. Si Chypre met son veto à l'OTAN, Chypre met son veto à l'OTAN comme, d'une certaine manière, il le mettra dans l'Union européenne. Je prends le plus petit parce que c'est plus facile. Donc, il faut vraiment avoir conscience qu'on ne peut pas opposer les deux. Et en plus de ça, je pense que collectivement, les Européens tiennent à ce que cette défense collective, et notamment, soit assurée entre Européens et avec les Américains face aux défis les plus importants, même si c'est ma conviction, et je vais y revenir, le risque d'une invasion militaire du territoire européen est, à mon avis, doit être envisagé, parce que la raison doit tout envisager, et parce que c'est de toutes les façons ce qui est quelque part dimensionnant, mais l'invasion du territoire européen n'est pas une chose, en tout cas, actuellement constatée. En revanche, les risques de déstabilisation à sa périphérie, les provocations dans les espaces spatiaux, sous-marins et au bord de ces zones d'influence,
Les actions d'intimidation, de provocation, de déstabilisation nommées dans le cyber, celles-là, elles existent. Et celles-là, je vais y revenir, je pense que c'est déjà la ligne de démarcation. Et celles-là, elles doivent être traitées parce que c'est des questions éminemment politiques, parce que c'est des questions éminemment de souveraineté dans l'Union européenne, qui est une union politique, et par les États. Donc, au fond, l'OTAN rend bien sa mission de préparation des forces, d'interopérabilité, de formation, de planification. L'OTAN a des états-majors qui manquent aujourd'hui à l'Europe pour conduire des grandes opérations militaires en milieu non permissif, des vraies actions de combat. Au fond, il n'y a pas à disputer la place de l'OTAN, sauf qu'on est immédiatement obligé de penser à deux situations. C'est le cas où l'OTAN en serait empêchée. Soit on serait empêché d'agir globalement, soit parce que les Américains ne souhaiteraient pas intervenir dans notre arrière-cour en considérant que la crise n'est pas de leur ressort, et donc il faut voir à ce moment-là comment les Européens, avec un consentement américain, mais utilisent les moyens de l'OTAN ou pourraient utiliser les moyens de l'OTAN. Et deuxièmement, le risque que j'évoquais tout à l'heure d'un veto de Chypre, de la Turquie, de je sais pas, voilà, sur une question. Donc ça, il faut évidemment aussi l'envisager. Autrement, on voit bien, en tout cas d'un point de vue opérationnel, comment aujourd'hui, si vous avez le ressenti de ce qu'est les horizons d'attente des uns et des autres, on peut dire que les actions militaires de combat, les actions de protection, la défense antimissile, la logique de la dissuasion qui nous intéresse aussi, parce que c'est dans l'OTAN, d'une certaine manière, dans sa doctrine nucléaire, vient la consolidation de ce qu'est notre propre doctrine de dissuasion. C'est l'OTAN. Ensuite, quand vous voyez, je dirais, la déprime opérationnelle qui affecte l'ensemble des pays européens après l'Afghanistan, après l'Irak, le retrait britannique lui-même atteint de ce mal de longueur, je ne sens pas beaucoup de grandes dispositions des Européens à intervenir sur des théâtres d'action extérieure. Et donc, comme il y aura quand même des actions à mener, on le voit bien au Mali, dans un certain nombre de situations, on recourra à des coalitions, on peut recourir à des coalitions de circonstances avec une nation cadre, ça peut être la France, ça peut être le Royaume-Uni, ça pourrait être d'autres pays s'ils le souhaitaient. Mais moi, je pose la question, donc on règle, ou on croit qu'on peut régler concrètement cette question très difficile de l'implication militaire des Européens. Il y a quand même une chose auquel il faut penser, c'est que si vous êtes non pas dans des crises lointaines, mais dans des crises périphériques, vous avez besoin d'avoir tout le monde à bord. Même si ce n'est pas une crise, et si vous n'êtes pas dans une crise de haute intensité, l'article 5 de l'OTAN est déclenché, l'Alliance intervient en tant que telle, mais vous devez intervenir en Méditerranée orientale, vous devez protéger une frontière vers la Bulgarie, vous devez faire face à l'arme migratoire utilisée par tel ou tel pays qui ne pratique plus le contrôle de ces flux. Vous pouvez avoir besoin d'actions qui vont mobiliser des capacités militaires, non pas pour faire le coup de feu, mais pour assurer des sécurisations, des protections, des contrôles de zones, pour faire face à des actions de déstabilisation en Méditerranée. Et pour ça, il faut que tout le monde soit à bord. Et donc, on est obligé, parce que certains diraient toute la cause de la défense européenne est entendue. C'est seulement un pilier industriel à travers tous ces développements nouveaux, le FEDEF, etc. Eh bien, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que, d'abord, l'Union européenne ne peut pas prendre le risque, en cas d'obstruction à l'OTAN, de ne pas avoir une solution bis crédible, de ne pas avoir réfléchi à des scénarios de crise, de ne pas avoir planifié des réponses à ces scénarios de crise et de ne pas avoir les moyens de commandement en cas de crise. Quelle que soit après la manière dont techniquement on règle cette question. Ça, je pense que c'est quand même un message qui est important. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, il y a des situations dans lesquelles l'Union européenne doit être engagée diplomatiquement, collectivement. Et donc, on a besoin absolument de tout le monde. Rappelez-vous, au moment des Balkans, ça a été un moment très fort, ce qui explique d'ailleurs la deuxième poussée de l'Union européenne, c'est que même ceux qui ne voulaient pas intervenir, comme les Grecs, n'ont pas fait obstacle. Alors évidemment, ce n'était pas l'Union européenne qui intervenait, c'était une opération de l'OTAN, mais ils n'ont pas fait obstacle. Et cette opération a été rythmée par pas moins de 3 conseils européens successifs pour décider de la manière dont les Européens allaient rester coalisés dans cette guerre. Et je me souviens notamment d'un Conseil européen de mars, dans lequel
on sentait que ça mollissait un peu, ce n'était pas très sûr que ces frappes aériennes aboutiraient à détruire le régime de Milosevic, sa résistance, etc. Et donc les Italiens voulaient la trêve pascale italienne, les Grecs voulaient la trêve pascale orthodoxe, les Allemands voulaient un couloir humanitaire, tu te souviens de ça? Et donc, ce qui a maintenu la cohérence des Européens dans cet engagement, ça a été évidemment les solidarités exprimées régulièrement autour de conseils qui réunissaient évidemment les ministres des Affaires étrangères, mais les responsables européens eux-mêmes. Et donc ça, c'est très important que le Conseil européen joue ce rôle. Donc cette clarification eut autant. Cette clarification au sein de l'Union européenne, je viens d'en parler, qui implique donc que l'Union européenne se saisisse de cette problématique de la sécurisation, de la stabilisation à sa périphérie, mais plus généralement, et autrement ce sera impossible, face à ce qui intéresse au quotidien nos concitoyens. La problématique du terrorisme, un meilleur contrôle des frontières, la dimension cyber, etc. J'y reviens pas. Et donc, dans cette question de la défense et de la sécurité européenne, vous avez en tout cas une interrogation formidable qui est celle de la sécurité, auquel il faut savoir et pouvoir répondre. Or, aujourd'hui, y compris dans l'organisation même des instances européennes, elle est mal portée. Les questions de sécurité intérieure, police, Interpol, etc., sont portées par un commissaire. Mais la transversalité de ce continuum défense-sécurité n'est au fond est complètement éclatée. Et ça vient d'ailleurs à une clarification absolument nécessaire, impérative avec la mise en place du FEDEF, c'est comment on assure la cohérence des prises de décision entre toutes ces instances qu'on a créées et qu'on a pour partie neutralisées dans le champ intergouvernemental ou dans le champ des alliances. Et les États ont été souvent coupables des entraves qu'ils mettaient à des agences qui avaient justement été créées pour techniquement être à l'abri de la police inaudie et du débat permanent dans les instances européennes, que ce soit l'Agence européenne de défense, que ce soit l'agence satellitaire, que ce soit l'ENISA. À chaque fois, il y a eu des blocus. L'ENISA, qui est censée faire de la veille et du renseignement satellitaire, est abonnée pratiquement à des bibliothèques publiques. Elle n'a pas accès au dernier rare de la connaissance de l'information technique des grandes puissances militaires. Donc à un moment, si vous voulez faire avec les autres, il faut un minimum qui est de partage de l'information. Et le mieux, c'est que non seulement cette information soit partagée, mais que cette information, elle soit appropriée. De la même manière, l'ENISA, on voit bien, et j'ai été à la tête de GDSN qui avait la tutelle, la responsabilité de l'ANSSI, donc je suis très vigilant pour ça, sur ce sujet, et sur le sujet des coopérations. Donc nous sommes un État puissant avec des éléments de défense, avec un budget, on a rattrapé notre retard, et on est en Europe sans doute un État avec les Royaumes-Unis qui ont, d'un point de vue des savoir-faire, des compétences, de la réactivité. Bon. Enfin, quand vous êtes lituanien, portugais, polonais, que vous n'avez pas les mêmes moyens. Or, les coopérations, c'est normal puisqu'on cherche à se renforcer, se font avec les meilleurs. Ensuite, bien sûr qu'on fait des actions d'aide, de développement, de formation avec les plus petits, mais là encore, s'il n'y a pas une mobilisation de moyens communautaires pour favoriser des programmes qui mettent à niveau l'ensemble des agences nationales, en matière de cyber, une brèche est une brèche. On l'a bien vu dans les attaques WannaCry et NotPetya. C'est pas ça touche l'Ukraine, et puis ça a touché Saint-Gobain, 250 millions de pertes. Donc, à un moment, voilà. Et donc, il faut quelquefois franchir le cap de la réflexion pour accepter quand même de redonner, regonfler ces agences aujourd'hui. Ensuite, je vais aller vite, on aura le temps d'y revenir, il y a des clarifications institutionnelles, je pense que le processus en cours n'a pas beaucoup besoin, il y a tellement de choses, tellement de traités, tellement d'accords. En revanche, il y a besoin de cohérence, de cohésion, comment vont fonctionner l'Agence européenne de défense, l'OCAR, le FEDEF, comment le FEDEF va être géré, est-ce qu'on va créer une direction de la défense et de l'espace, ce qui est probable, donc en la détachant de la direction de la DG GROM. Est-ce qu'on va créer, est-ce qu'il y aura un commissaire aux questions de défense? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à aller dans le sens de la création, que j'encourage, d'un conseil des ministres de la Défense qui ne serait pas chargé de l'aspect gestion de crise, etc., mais au moins de la mise en place d'une politique capacitaire et industrielle? Tout ça me paraît très important. Clarification avec le Royaume-Uni.
On peut pas nous avons besoin, nous-mêmes nous avons avec ce pays un accord important à travers l'accord de Lancaster House, nous avons besoin évidemment de maintenir le Royaume-Uni avec nous, auprès de nous. Nous partageons pas simplement une doctrine, pas simplement souvent des visions communes en matière, et pas simplement non plus des responsabilités communes, de puissance nucléaire, de membres permanents du Conseil de sécurité, mais une habitude de travailler en commun. Clarification, parce que ça va être le cœur de l'affaire, clarification dans le domaine industriel, tout à fait essentiel pour la France. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est une manne qui est très importante, sauf que la France est, je dirais, beaucoup moins bien positionnée que d'autres sur le marché domestique européen. Les premiers, d'abord, qui font coup de maître, c'est les Américains, qui détiennent pratiquement 56% de ce marché, qui est un marché captif, qui est leur premier marché à exportation, qui est un marché captif. Donc on parle de préférence européenne, je préfère parler de reconquête du marché domestique européen. Donc il ne faut pas d'une certaine manière que cet argent serve au contraire à favoriser des formes d'entrisme. Ça ne veut pas dire qu'on est exclusif, mais ça veut dire que d'une certaine manière, si on veut tirer tout le bénéfice des économies, de désintégration capacitaire, du rapprochement d'entreprises, il faut qu'on ait, comme les Américains d'ailleurs, dont l'industrie exporte d'autant plus qu'elle est d'abord rémunérée par les commandes du Pentagone. Le deuxième, c'est les Allemands. Les Allemands sont bien positionnés parce qu'ils ont une stratégie d'alliance, en plus de ça, beaucoup dans le secteur terrestre, qui leur a d'ores et déjà permis de filialiser dans toute une partie, et nous, pas du tout, parce que la France, à part les deux intégrations auxquelles elle a participé, que j'évoquais, Airbus et MBDA, a d'abord fait de l'intégration nationale autour de champions nationaux. Ensuite, elle a verticalisé ses chaînes de sous-traitants. Elle couvre l'ensemble du spectre de la technologie terrestre, navale et aérien. Elle a besoin d'être en pointe technologiquement de toutes les façons pour soutenir sa dissuasion. Et donc cette accommodation, l'industrie y a intérêt, mais cette accommodation est pour elle quelque peu compliquée, parce qu'elle va devoir accepter du partage, alors qu'elle, c'était l'inverse. Peu présente sur le marché européen, elle se finançait au grand export. D'où d'ailleurs une des clarifications nécessaires pour nos entreprises, que cette construction européenne ne se fasse pas à rebours de nos intérêts au grand export, dans la liberté d'exportation. Et enfin, c'est dans le champ communautaire, des crédits communautaires, on est quand même dans un domaine spécifique. Alors, c'est pour ça que je plaide pour qu'en tout cas, il y ait un détachement de la direction qui sera en charge par rapport à DG Group, parce qu'il ne s'agit pas de favoriser la concurrence intra-européenne au nom du libéralisme le plus échevelé. Ce qu'on veut, c'est avoir des entreprises qui, au contraire, soient renforcées pour être compétitives vis-à-vis de l'extérieur. Et pas que cet argent serve, comme ça a été le cas dans le passé, je pense notamment aux filières spatiales, la filière des lanceurs, servent en réalité à créer fictivement de la concurrence entre Européens avec des captations de compétences. Et ça, c'est un vrai sujet, puisque dans les règles d'éligibilité au fonds, il faut au minimum être 3 entreprises, 3 États pour pouvoir présenter un projet. Donc c'est absolument considérable comme challenge pour nos grands champions, Thales, Dassault, MBDA, Airbus, si j'en oublie un, il ne faut pas que j'oublie au moins ceux qui sont les soutiens de la chaire. Le CEA, non, rassurez-vous, Naval Group. C'est évidemment tout à fait important, mais c'est aussi décisif. Je suis intervenu récemment dans un forum de PME-PMI du secteur pour les PME-PMI, parce qu'elles sont très peu à avoir des relais européens pour participer. Enfin, clarification, alors ça c'est un travail que l'on fait, qui sont sur les lignes rouges françaises. Je viens de les évoquer sur le plan industriel. Il y a évidemment en matière technologique tout le haut de spectre, toute la dissuasion, etc., qui implique que, bien sûr, il faut consentir des mutualisations de la compétence, mais il y a des domaines où cette mutualisation n'est pas possible, où les choses doivent rester confisquées. Il y a pour nous, de manière décisive, le fait que il faut espérer que tout ça avance en Europe, mais ça ne peut pas être au détriment de notre autonomie d'évaluation, de notre autonomie de planification et de conduite d'opération, puisque nous sommes les seuls, pratiquement aujourd'hui, après les Anglais, à savoir mener une opération militaire. Et donc, voilà, j'en ai terminé parce que je vois l'heure qui passe. Donc, vous voyez, une multiplicité de sujets, une multiplicité d'embûches, mais quelque chose qui est évidemment
intellectuellement d'abord stimulant, parce que les questions qui sont adressées s'adressent à l'avenir de l'Europe, parce que ce sont des questions, je dirais, politiquement décisives, dans le dialogue qu'on a avec les Allemands, qu'on a avec les Britanniques, dans la nécessité de renouer, si la France, après les élections, veut faire triompher ses points de vue avec un certain nombre de pays européens, dans les réarticulations du rapport avec les États-Unis. Je pense qu'il ne faut pas rester aux imprécations un peu intempestives de Trump, mais il y avait un article très intéressant, ça doit être dans Le Monde, de Kagan, qui disait en réalité, il ne faut pas opposer... alors c'est très intéressant parce que cette question transatlantique, elle est une question qui, paradoxalement, a réuni de l'autre côté de l'Atlantique ceux qui sont europhiles et qui tiennent à conserver le lien transatlantique, et ceux qui sont, je dirais, plus unilatéralistes, qui veulent se retirer, mais qui veulent maintenir des rapports exigeants avec telle ou telle dépendance. Et donc le projet européen, d'une certaine manière, a cristallisé tout d'un coup une espèce d'union aux États-Unis entre des gens qui sont a priori incompatibles. Et de la même manière, cette analyse de Kagan fait remarquer qu'entre certains démocrates et certaines analyses de Trump, notamment de désengagement des conflits, il y a finalement un certain nombre de lignes communes à partir d'une idéologie qui est complètement différente, mais où certains peuvent se retrouver. Et donc c'est ce qui fait que ces sujets sont politiquement extrêmement difficiles. D'ailleurs, vous le voyez bien, tout d'un coup, tous les interlocuteurs du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères, ce qu'on appelait les sages, c'est ça, les sages dans la pièce, non, ou les aînés les aînés, oui, les Matisse, etc., tous sont disparus. Donc aujourd'hui, pour ça, y compris d'un point de vue des relations personnelles, voyez combien le sujet est aujourd'hui difficile à porter, mais évidemment formidable. Et puis tous ces autres défis que j'évoquais à l'instant, notamment sur le champ industriel. Cette fois, j'en ai vraiment fini. À toi la parole, Jean-Dominique.